Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio, encore 30 minutes pour débriefer le football qu'on aime, le football européen en l'occurrence. On va débriefer un petit peu les deux soirées de Ligue des Champions, après bien entendu, comme d'habitude, si vous voulez parler de sujets en particulier, n'hésitez surtout pas à intervenir dans le chat de Buenos Aires Calcio sur Twitch, en direct, bien sûr. Salut Pipoichi, bienvenue, salut au JCRM, comment ça va ? Oui, donc en même temps, de façon un peu concomitante, dirons-nous, l'OM vient de terminer son match, il y a à peu près un quart d'heure, vient de terminer son match et a fait match nul 2 partout après avoir mené 2-0. D'ailleurs, 2 buts qu'ils ont marqués en 2 minutes. Donc voilà, et puis Brighton est revenu petit à petit dans le match, jusqu'à malheureusement ce penalty à quelques minutes de la fin, causé par Klose, un penalty assez clair, une semelle dans la surface de réparation. Donc voilà, bon finalement l'OM fait 2-2 contre le favori du groupe, donc c'est pas horrible. Voilà, même si OGCRM est très énervé dans les commentaires. Effectivement, mais non, en fait ça va, t'inquiète, franchement c'est pas si horrible que ça de faire match nul contre Brighton dans ce groupe-là. Donc voilà, vu en fait le niveau de l'Ajax, parce que l'Ajax est quand même, je trouve, en souffrance en ce moment, donc je pense que ça passera si l'OM n'est pas trop loin de Brighton à la fin des phases de poule. Donc voilà. Bon, c'était un petit point. Il y en a qui font match nul contre Dortmund. Bah, justement, on va en parler, absolument. Il y a un petit point c'était un petit point Marseille. Alors, JCRM voulait pas trop qu'on en parle, mais c'est pas grave. On a un petit peu parlé. Donc voilà. Ce soir, c'est soirée Conference League et Europa League, bien sûr. Donc d'ailleurs, pour ce soir, on va dire comme point d'orgue, c'est pas vraiment un point d'orgue, mais pour Buenos Aires Calcio quand même, vu la localisation de Buenos Aires Calcio et le nom de Buenos Aires Calcio, le Roma Servette de Genève est quand même relativement important ce soir. C'est un match qui va être intéressant à plein d'égards pour les gens qui résident dans la région. Et puis la réception de la Roma aussi au stade de Genève va être vraiment sympa, je pense. Donc voilà. Bon, maintenant passons à la Ligue des Champions. On va faire un petit peu le débrief et puis on va commencer avec les bonnes nouvelles, les trucs plutôt pas mal. C'est Lens héroïque, c'est comme ça que j'ai titré ce premier point de Buenos Aires Calcio ce soir. Lens a fait exactement. Alors je veux pas les comparer en creux à ce que le Paris Saint-Germain a fait, mais quand même, finalement, si Paris avait fait exactement ce qu'a fait Lens contre Arsenal, probablement que Paris n'aurait pas pris 4-1 hier soir, c'est clair. Lens a mis une intensité folle dans ce match contre Arsenal, les a bousculés, ne s'est pas posé de questions, a été complètement débridé et puis surtout décomplexé face à un club soi-disant, oui bien sûr, c'est un club plus grand que Lens, mais je veux dire un grand d'Europe, ce qui pour moi n'est pas le cas d'Arsenal, mais en tous les cas c'est quand même un club qui a terminé deuxième en Première Ligue la saison dernière et qui fait un plutôt bon début de saison en Première Ligue, la Première Ligue étant ce qu'elle est, c'est-à-dire pour l'instant le meilleur championnat du monde. À l'heure actuelle, c'est toujours intéressant de faire un bon match contre Arsenal. Donc ça veut dire quelque chose. Et Lens a fait un superbe match. Tous ces joueurs, alors peut-être pas tous, mais 95% de ces joueurs ont été à leur maximum. Vraiment, je sais pas en particulier Eli Wahi et Sotoka, je pense, sont les deux joueurs un peu qui ont représenté comment les joueurs de Lens se sont mis au niveau de l'événement. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ce genre de prestations toute la saison ? Probablement pas, mais c'est pas ce qu'on leur demande non plus. La Coupe d'Europe, c'est quelques matchs dans la saison. Finalement, si on regarde, pour aller jusqu'au bout en Coupe d'Europe, c'est 6 matchs en poule,
puis ensuite 2, 4, 6, 7 matchs. Donc en tout, c'est 13 matchs. Hein. C'est pas du tout un championnat. C'est 13 matchs pour gagner une Champions League. Donc, bien sûr, Lens va pas gagner une Champions League, mais tout ce qu'on leur demande, c'est de se mettre à ce niveau-là pendant 6 matchs, 7, 8, 9, 10 éventuellement, si jamais ça sourit, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que Lens a su le faire et c'est très rare de la part des équipes françaises de réussir à se mettre au niveau comme ça de leur adversaire lorsqu'ils ne sont pas favoris. Au JCRM qui dit ils sont bien là à Lens, leurs deux adversaires les plus dangereux, ils font nul et eux gagnent. Ouais, absolument, non, c'est très bien. Pour l'instant, ils sont premiers du groupe, donc c'est inespéré, je pense, d'avoir 4 points. À la fin des 2 premières journées de Champions League, hein, avoir joué contre Séville et Arsenal et avoir 4 points en Ligue des Champions, je pense que ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé à un club français. Alors je mets en dehors Paris bien sûr, donc voilà. Mais c'est vrai que non, franchement, c'était superbe. Lens a vraiment représenté le meilleur du foot français actuel, avec un stade en feu, une ambiance absolument extraordinaire, des joueurs qui se mettent au niveau et qui mettent l'intensité qu'il faut et qui est bien placée. Une intensité vraiment ultra bonne. Moi, très clairement, je le dis parce que je l'ai dit avant le match, je l'ai même dit au tirage au sort, je pensais que Lens pouvait marquer 2 points dans ce groupe, faire 2 matchs nuls, et puis le reste du temps, je pensais très sincèrement qu'ils n'allaient pas réussir à prendre un autre point, et en fait, ils m'ont fait mentir. Alors le premier point qu'ils prennent contre Séville, Séville est vraiment mal en point, on va dire, hein, en tous les cas, donc j'étais pas surpris parce que l'équipe de Séville est pas vraiment dans un bon état, et c'est d'ailleurs contre eux que je pensais que Lens pouvait faire 2 matchs nuls. Voilà, après prendre les 3 points contre Arsenal, j'avoue que j'y pense pas. Là, le problème, c'est le PSV Eindhoven. C'est-à-dire que maintenant, le PSV, en fait, Lens va arriver face au PSV. Est-ce qu'ils vont mettre vraiment les ingrédients suffisants pour faire des bons matchs contre le PSV? Parce que finalement, la qualif, maintenant, elle va jouer là. Elle va jouer sur le match aller et le match retour contre le PSV. C'est le 3e et le 4e match, et c'est vrai que, comme tu dis au JCRM dans les commentaires, il y aura plus l'effet de surprise pour Lens. Et le PSV, c'est beaucoup moins glamour que Arsenal, ce qui fait que le niveau de motivation et d'intensité que les joueurs vont mettre va peut-être pas être exactement le même, et j'ai très très peur des 2 matchs contre le PSV qui peut en fait finalement, après un super début de campagne, mettre fin aux espoirs de Lens dans ce groupe-là. Donc voilà, les deux matchs finalement du PSV sont maintenant les 2 plus importants, parce que finalement après, si vous négociez bien ces 2 matchs avec 4 points déjà, en fait contre Arsenal et contre Séville, les 2 derniers matchs, vous avez pas, c'est pas très grave, il faudra peut-être prendre 1 point en 2 matchs pour terminer et être qualifié en 8e de finale. Donc franchement, ce serait faisable, mais les 2 matchs contre le PSV sont vraiment charnières. Pipovici qui fait Lens peut nous faire le club Bruges en poule l'an passé. Ouais, tout à fait, hein, c'est très possible. Voilà, c'est clair que non, ça peut être une belle et grosse surprise. Hein. Non, c'est bien. Mais après, Lens même en championnat a commencé à se redresser. Ils ont commencé à avoir des résultats plutôt positifs en championnat et à repratiquer un jeu plus en accord avec ce qu'ils faisaient ces deux dernières saisons, en tous les cas. Au JCRM qui nous dit, et mentalement les Lensois, que tout le monde voyait être nuls, avoir l'étiquette de leader, c'est pas facile, ce sont tous des novices en Ligue des Champions. Ouais, tout à fait, hein, ça c'est clair, je suis tout à fait d'accord, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, et puis le PSV maintenant va se dire, voilà, eux il faut pas les prendre à la légère, hein, comme tu dis, le PSV va les craindre, et donc va probablement pas prendre ce match en dilettante, et Lens... Voilà, la motivation, c'est pas Arsenal. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit,
le match que Lens a fait contre Arsenal est à mettre à montrer dans les écoles de foot françaises, parce que c'est comme ça qu'on gagne des matchs, c'est en mettant de l'intensité et en faisant ce qu'on doit faire quand on se bat toute une saison pour être en Coupe d'Europe, c'est-à-dire donner tout ce que tu as une fois que tu y es. Parce que tu peux pas en permanence, toute la saison, dire « je veux me qualifier en Coupe d'Europe » pour finalement, dès que tu es en Coupe d'Europe, te dire « ah ouais, mais si je donne tout en Coupe d'Europe, je vais avoir du mal le week-end en championnat. » Mais enfin, faut arrêter, quoi. C'est pas possible. Il faut que tu donnes tout ce que tu as en Coupe d'Europe, c'est comme ça. Et puis en plus, si tu gagnes, je pense pas que Lens dimanche fasse un mauvais match, parce que en fait l'intensité qu'ils ont mis, l'effet positif que ça va avoir sur leur état d'esprit, sur leur morale, sur leur collectif et tout, je pense qu'au contraire ils vont être beaucoup plus libérés à jouer contre eux, même si c'est Amiens, je sais pas, je dis Amiens, mais contre n'importe qui. D'accord ? Donc voilà, moi petite pique pour le PSG, là, l'intensité, ouais, absolument. Hier, l'intensité de Paris, on l'attend toujours. Bah oui, non, mais là, voilà. Bon, on a terminé avec Lens. Passons maintenant à Paris. Paris laminé, comme je l'ai marqué. Effectivement, alors il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, je reprends ce que j'avais dit avant le match, en regardant. Alors, même avant le tirage au sort et les premiers matchs Milan-Newcastle et Paris-Dortmund, ce que j'avais dit, c'est que, je sais pas si vous vous en souvenez, je sais même plus si je l'ai dit dans Buonasera Calcio, mais c'est que le milieu de terrain de Newcastle est très très physique et pas mal technique, c'est-à-dire Tonali, Joe Ellington et Guimarães, c'est vraiment du très costaud. Et je pensais que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, avec Vitinha, Ugarte et Zaïre Emery, ne pourrait pas répondre à ce milieu de terrain ultra costaud de Newcastle, avec énormément d'intensité, etc. Et même devant, les trois de devant mettent une intensité folle. Isaac, Almiron et Gordon. J'ai eu l'occasion de parler de Gordon ces derniers temps, qui pour moi est l'archétype de l'antithèse du footballeur français d'équipe Espoir. Gordon a gagné l'Euro Espoir avec l'Angleterre, et quand on le voit faire le match qu'il a fait hier avec Newcastle, on comprend pourquoi l'Angleterre, s'ils ont des gars comme Gordon dans leur rang, ont gagné l'Euro Espoir. C'est un monde d'écart entre des joueurs qui ont moins de 21 ans en France et ça, quoi. Gordon, c'est incroyable. C'est pas le joueur le plus technique, mais il donne tout ce qu'il a, quoi. C'est vraiment fantastique. Moi, j'adore ce joueur, ce type de joueur, tout simplement. Donc c'est vrai que non seulement je pensais qu'à 3 contre 3, ils n'allaient pas pouvoir réussir à répondre à la physicalité et à l'intensité du milieu de terrain de Newcastle, mais alors, quand Luis Enrique, j'ai vu qu'il en mettait que 2, alors là, je me suis dit, alors là, c'est jackpot. Parce que tu vas pas demander à Dembélé de faire le travail d'un milieu de terrain. Déjà, il fait pas le travail d'un ailier, donc je vois pas pourquoi il ferait le travail d'un milieu de terrain. Kolo Muani, il le met aile gauche. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau. T'as Mbappé, tu préfères mettre Mbappé dans l'axe avec un Gonzalo Ramos. Je crois que je sais même pas s'ils ont déjà joué comme ça. Enfin, si, contre Marseille, mais c'était vraiment... ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même contexte. Et Kolo Muani à gauche, avec Dembélé à droite, et un espèce d'axe Ramos Mbappé. En fait, tu mets pas du tout les as à leur place, Il fallait tout simplement mettre Dembélé à droite, Kolo Muani dans l'axe, ou Ramos, et peut-être le faire remplacer à un moment donné, et Mbappé à gauche. Et au milieu de terrain, au moins mettre tes 3 milieux de terrain. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, alors on l'a tous vu, on l'a tous dit, mais là c'était une catastrophe, mais une catastrophe. Paris, ils ont pris cher. Oui, joli. Très beau jeu de mots. D'ailleurs, la frappe de Cher, elle est quand même, elle est magnifique, mais elle est quand même assez chanceuse parce que donc
son pied d'appui part complètement sur la frappe et pourtant elle part en pleine lulu. D'ailleurs, je pense qu'elle part mieux que si son pied était resté dans le sol. Je pense que si son pied est dans le sol, vu comme il est parti, il veut croiser en fait. Et vu qu'il glisse, en fait, ça part dans la lucarne. Mais bon, après, peut-être qu'en croisant, il aurait marqué quand même. Hein. Et dire qu'il leur manquait 4-5 joueurs ultra importants à Newcastle, ouais, effectivement, c'est vrai. On a vu la diff entre un club riche qui bosse bien, surtout, et un autre club riche qui dilapide sans argent, bêtement. Son argent, bêtement. Non, il y avait Barcola contre Paris, oui, c'est vrai. Contre Marseille, tu veux dire. Ouais, tout à fait. Donc oui, donc c'est vrai, enfin, honnêtement, c'est vraiment pitoyable ce qu'on a vu hier au Paris Saint-Germain, et c'est vrai que la différence de course aussi, on en a parlé, hein, ça a été repris en long, en large, en travers dans les médias, mais plus près de 10 km d'écart entre les deux blocs de course, et puis en plus, quelle course, hein, vous avez vu les courses de Newcastle, hein, une intensité incroyable, donc ce qui fait que c'est des courses à haute intensité, en plus que Newcastle a mis, et ils ont couru 10 km de plus. En gros, si on reprend un peu tout, c'est comme si, en fait, c'est comme si Paris avait pris un carton rouge et avait joué tout le match à 10 contre 11, si on prend uniquement les courses, et en particulier les courses à haute intensité. C'est incroyable, en fait, qu'une équipe, on va dire, de très haut niveau, comme le Paris Saint-Germain, qui se dit, en fait, être de très haut niveau, n'arrive pas à mettre une intensité physique suffisante dans un match de Ligue des Champions, alors qu'ils vont rencontrer Newcastle à St. James Park. Enfin, je veux dire, si tu allumes la télé une fois dans la saison, n'importe laquelle, tu regardes un match de Newcastle à domicile contre n'importe qui en première ligue, mais en fait, tu vois ce qu'ils vont te proposer. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te prépares comme un match de foot, il faut que tu te prépares comme si tu allais rentrer sur le terrain pour faire un match de rugby. C'est un sport de combat que tu vas vivre à ce moment-là. Et non, eux, ils arrivent tranquilles, suite à leur fait avec 4-2-4, on y va, on les respecte même pas, on n'a même pas besoin, on va mettre 4 attaquants, parce qu'on n'a aucune crainte d'eux. Mais en fait, résultat, ils se sont fait étouffer. Donc voilà, bon bref. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir constaté. C'est catastrophique. Et c'est très clairement, pour moi, la faute à 80% de Luis Enrique. Donc voilà. Alors je vais faire un petit tour dans les commentaires. Pipovici qui dit Yamal, il a le luxe de partir, oui parce qu'il avait un problème digestif, et gagner, et Paris ils étaient à 11, bravo, et eux aussi ils avaient des problèmes pour aller aux toilettes. Effectivement, tu as tout à fait raison. Alors je traduis un peu, hein. On va dire que j'édulcore le commentaire de Pipovici, mais vous comprenez l'esprit. Donc voilà, problème digestif pour le Paris Saint-Germain, problème digestif pour Yamal, mais le Barça gagne quand même. Mbappé, il a dû courir 400 mètres, à peu près, ouais, effectivement. Donnarumma, il va partir, aller aux toilettes à San Siro, d'ailleurs aussi, oui, probablement. Alors là, à San Siro, je pense effectivement que ça va être un moment incroyable. J'ai vraiment hâte d'y être, et je me demande si je vais pas prendre des petits écouteurs pour les oreilles, pour me protéger les oreilles, parce que je serai là pour le Milan Paris Saint-Germain du 7 novembre. Donc voilà, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Au JCRM, Luis Enrique, il a cru qu'il jouait encore contre Clermont. Oui, mais même contre Clermont, c'est pas passé. Donc c'est quand même dommage de réessayer contre Newcastle 3 jours après ou 4 jours après. Donc ouais, bon bref. En tous les cas, Luis Enrique, pour moi, c'est vraiment le responsable à 85% de ce qui s'est passé hier soir. Et je pense aussi que bien sûr, les joueurs ont une responsabilité, mais il les a mis directement dans des conditions qui sont très compliquées. La passe, par exemple, de Marquinhos, en fait, Luis Enrique est un petit peu un espèce d'extrémiste du je repars de derrière, donc je pense qu'il doit énormément travailler ça. Et en fait, au milieu du terrain, quand Marquinhos là se retrouve à faire ce petit chip par-dessus le milieu de terrain, et puis que Guimarães, je crois que c'est Guimarães, qui récupère la balle de la tête pour Isaac, qui donne finalement le but de Almiron, en fait, Marquinhos, il n'a pas grand-chose d'autre à faire, parce qu'en fait, le milieu de terrain à 5 de Newcastle coupe tellement toutes les lignes de passe des deux milieux de terrain parisiens, qu'en fait, il se dit juste, bon, là, je suis obligé de le lober. Après, bon, il n'est pas gaucher, il y a Donnarumma derrière, il y a des gens qui disent, ouais, il aurait pu passer à Donnarumma, c'est Donnarumma, donc t'évites de lui passer la balle.
dans les pieds en tous les cas. Donc c'est compliqué aussi. C'est ça. Hein, Marquinhos, Donnarumma, tout ça, c'est la loose. Hein. Donc ils savent hein, que s'il lui passe la balle, l'autre il va prendre la pression, il va se mettre un autogol tout seul. Enfin bref. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué et je pense que c'est Luis Enrique qui les a mis dans cette situation-là. Sa conf d'après-match sur Canal et surtout sur RMC, c'est lunaire. Le gars ne se remet même pas en question et on parlait d'ambiance à Lens. L'ambiance à Newcastle, magnifique aussi, le meilleur stade et de loin en PL. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. De très très loin, c'est vrai que on va dire Tottenham, White Hart Lane avait une ambiance absolument incroyable. Là, maintenant, le nouveau Tottenham Hotspur Stadium, c'est un peu différent. C'est une très belle ambiance, mais c'est beaucoup plus grand. Donc voilà. Magpies, pour l'instant, Newcastle, pour l'instant, c'est vraiment la taille idéale d'un stade de foot anglais. En fait, 55 000 places, très renfermé, etc. Ouais, ça fait énormément de bruit. Franchement, c'est assez fou. Oui, et puis donc Luis Enrique, effectivement, aucune remise en question. Zéro remise en question sur son truc. Lui, à la fin, il considère que c'est toujours la bonne solution d'avoir joué en 4-2-4 contre Newcastle et son milieu à 5. Donc, je sais pas quoi dire de Luis Enrique. Voilà, il est fatigué. Alors, peut-être c'est sous-titré Dembélé et Kolo Muani n'ont pas fait le travail qu'ils auraient dû faire. Ça, c'est possible, hein. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Quand il dit, non, je pense toujours que c'est la bonne solution, ça veut donc dire qu'il considère que ça n'a pas été bien interprété. Si ça n'a pas été bien interprété, qui est-ce qui aurait pu mieux interpréter? En tous les cas, pour pas qu'il y ait un raz-de-marée au milieu, c'est Dembélé et Kolo Muani et Gonzalo Ramos et Mbappé, au moins essayer d'orienter les relances comme il l'avait travaillé à l'entraînement, parce que là il y avait quasi pas de pressing, enfin bref, c'était vraiment très 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 prétentieux de la part du Paris Saint-Germain d'arriver avec cette composition, mais même si ça avait bien été exécuté, je veux dire, c'est Newcastle, c'est pas Gilles-Belbeuse sous Marne, c'est pas possible, quoi. T'es obligé de faire quelque chose de sérieux contre une équipe comme ça, quoi. S'il vient en 4-2-4 contre Milan, mais ça va être un carnage, hein. Il est fou, lui. Enfin, le milieu de terrain du Milan, c'est la même chose, hein. S'il y a Zaïre Emery, Vitinha et Ugarte, et qu'en face il y a Loftus-Cheek, Reinders et soit Adli, soit Krunic, il va passer un très très mauvais quart d'heure, hein, Monsieur Enrique, hein. Donc je sais pas, en fait, je comprends pas ce qu'il veut faire. Mais en tous les cas, au milieu de terrain, il a pas des joueurs de très haut niveau. Et ça fait des années que je le dis maintenant, je peux le dire, sur Buonasera Calcio. Ce qui fait gagner une Ligue des Champions. Tu peux y aller, on peut remonter si vous voulez très très loin. Ce qui fait gagner une Ligue des Champions depuis très longtemps, c'est pas les attaquants, c'est les milieux de terrain. L'équipe qui gagne la Ligue des Champions depuis très longtemps, hein, depuis je sais pas, on peut remonter à 2015, la dernière du Barça, on peut remonter comme ça si vous voulez, et après on reprend toutes les Ligues des Champions. Ça a toujours été l'équipe qui a les meilleurs milieux de terrain, la meilleure association de milieux de terrain qui gagne la Ligue des Champions. Et si on prend ne serait-ce que le dernier champion en titre, hein, Manchester City, ce qui fait gagner la Ligue des Champions, s'il y a des gens qui me répondent que c'est Erling Haaland, bon, là, j'ai pu à discuter avec eux, mais enfin, football, parce que ça veut dire qu'on regarde pas le même sport. Ce qui fait gagner la Ligue des Champions, c'est Rodri, c'est Kevin De Bruyne, c'est Bernardo Silva. C'est ça qui fait gagner la Ligue des Champions, et c'est Gundogan. C'est ces gens-là qui sont les meilleurs joueurs de City. Et il se trouve que Erling Haaland profite de ce talent absolument incommensurable qu'il y a derrière. Mais après, les Mahrez, Haaland, Grealish, c'est pas eux qui te font gagner une Ligue des Champions. Donc voilà, on peut y aller, mais je suis désolé, mais pour moi, le meilleur joueur probablement de la saison dernière de City, j'hésite entre deux noms, c'est trois, allez, on va dire, Gundogan, Bernardo Silva ou Rodri, mais c'est tout, quoi. Je suis désolé, Erling Haaland n'est pas dans la discussion, n'est pas du tout dans la discussion de qui est le meilleur joueur de Manchester City la saison dernière. Donc voilà. Et peut-être qu'on pourrait même aller sur un Diaz. Donc voilà. Le
pire, alors je fais un petit tour dans les commentaires, le pire est qu'il voit que sa tactique est foireuse, ben tu fais des changements où tu changes ta tactique, lui non, il s'entête à la garder jusqu'au bout, ouais absolument, il se prend même pas la tête, il fait des changements dans le même sens, donc voilà, à Paris ils cherchent toujours leur nouveau Thiago Motta, pardon, et Thiago Silva d'ailleurs, d'ailleurs quand City perd la finale, Rodri n'était pas là. Absolument. D'ailleurs, il avait changé son dispositif en retirant Rodri alors que Manchester City à ce moment-là marchait sur tout le monde avec Rodri au milieu de terrain. Ce qui avait beaucoup surpris les observateurs et on a vu le résultat, la défaite. Ouais, absolument. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas Haaland non plus à l'époque, mais pour ce qu'a fait Haaland en quart, en demi et en finale, bon bah on voit bien que c'est pas avec lui qu'ils ont gagné. Mais bon, bref. Voilà un petit peu pour Paris laminé, ils ont pas mis ce qu'il fallait, c'est vraiment l'antithèse absolue de Lens sur cette soirée de Ligue des Champions, ils ont pas mis ce qu'il fallait, ils sont arrivés plein de fierté mal placée, et puis résultat ils se sont fait rouster, voilà, ça arrive. Alors après ils ont de la chance que dans le groupe ils aient deux équipes qui ont un problème de finition. Milan quand même a roulé, mais vraiment, hein, enfin je tiens à le dire parce que il faut que, je sais pas si les gens ont regardé le match, mais Milan a roulé sur Newcastle, mais c'était un viol collectif, hein, ce qui s'est passé. Ils n'ont pas réussi à marquer, 0 but. Et pourtant, Dieu sait que des occasions, il y en a eu, je crois, 25 ou 28, un truc comme ça, pour Milan dans ce match-là. C'était incroyable ce qu'ils leur ont fait. Là, contre Dortmund, j'estime que Milan a gagné au point. Parce qu'ils ont eu les occasions les plus franches, on va dire, en tous les cas les plus dangereuses. Ils ont sensiblement le même nombre de tirs cadrés, occasions, etc., etc. Mais j'ai pas vu de situation vraiment dangereuse pour Dortmund. Il y en a eu une à un moment de Malen en début de match où il reprend un petit peu comme ça de voler et puis ça passe pas très loin des cages, mais sinon c'était des frappes un peu cadrées dans l'axe, pas très compliqué pour Maignan. Il y en a une un peu en angle fermé, mais bon c'est Maignan, c'est pas Donnarumma par exemple, donc voilà, ou Pau Lopez n'en déplaise à OJCRM mais parce que lui le roi des buts en angle fermé, je sais pas ce qui lui est arrivé ce week-end, mais bon, donc oui, donc voilà. Donc je pense que voilà, le problème c'est que Milan ne marque pas de but et d'ailleurs Dortmund non plus, parce que ces deux équipes n'ont pas marqué un seul but depuis le début de saison. Depuis le début de la Ligue des Champions, pardon. Donc très compliqué. Après, ça reste un match, un groupe très ouvert, hein, vu que les points c'est 4, 3, 2, 1. Donc là pour l'instant tout est ouvert et les matchs aller et matchs retour Paris-Milan et Milan-Paris du 25 octobre et du 7 novembre vont être des 16e de finale aller-retour déguisés en fait. Là c'est malheureux perdant, celui qui perd le match aller et le match retour, enfin en tous les cas les deux confrontations, bah, je pense qu'il terminera 3e du groupe. Donc voilà. Ça va être vraiment décisif entre Milan et Paris, ces deux matchs. Et après, voilà, je pense que Newcastle va surclasser Dortmund, probablement. Donc Newcastle devrait potentiellement se qualifier. Donc voilà. Mais bon, on sait jamais, parce que Dortmund, à domicile, c'est très compliqué de les jouer. Ils n'ont pas perdu depuis je sais plus combien d'années, très longtemps à domicile. Alors c'est vrai que voilà, Milan fait un match nul, c'est pas si terrible que ça, mais est-ce que Newcastle ou Paris vont gagner là-bas, on verra bien. Popovici qui nous dit le meilleur match de Milan c'est contre Newcastle cette année, c'est clair, ouais, carrément. Après, Paris-Marseille en Europa League, ça va être sympa. Absolument. Le mur jaune, incroyable. Ouais, c'était très sympa. Et puis en plus, la Courva Soud a fait du bruit. Beaucoup de bruit. À un moment, ils ont craqué des fumis et tout. C'était vraiment cool. Et de l'autre côté, le mur jaune a répondu, pas avec des fumis, mais avec des chants complètement dingues. Donc franchement, c'est super ambiance aussi hier à Dortmund. C'est un des matchs que j'aurais bien aimé aller voir, ce Dortmund-Milan. Mais bon, voilà. En tous les cas, c'était un match agréable à regarder. Hein. Donc voilà.
Bref, un groupe très ouvert, soi-disant un groupe de la mort, mais moi je trouve pas vraiment en fait, c'est pas vraiment un groupe de la mort. Mais bon, parce que les 4 équipes sont à peu près de même valeur, on va dire. Donc c'est un groupe très ouvert, au contraire, et il n'y a pas style 2 ou 3 énormes monstres avec un pauvre petit qui se fait rouler dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Tous les matchs vont être compliqués, je pense. Voilà, on va terminer tranquille ce stream de ce soir avec qui impressionne jusque-là en Ligue des Champions. Si on passe en revue un petit peu tous les gros favoris, je pense que finalement c'est encore Manchester City qui a impressionné le plus depuis le début de saison, depuis le début de la Ligue des Champions, on va dire. Leur match là contre Leipzig, même si Leipzig à un moment donné revient à un partout et qu'on aurait pu croire que, en fait non, pas du tout. Il y a pas la première mi-temps, elle est horrible pour Leipzig, ils se font marcher dessus, ils voient pas un ballon. Donc je pense vraiment que Manchester City est peut-être le club qui a le plus impressionné. Après, comme tu dis, alors je vais Pipovici, j'ai lu ton commentaire, mais je vais en parler après. Pour moi, ensuite, c'est l'Inter. Même si le 1-0 contre Benfica n'est pas fantastique. En fait, il y aurait pu y avoir vraiment beaucoup plus, vu que Lautaro rate tout seul à peu près 6 occasions nettes en tête-à-tête avec le gardien. Alors quand je dis rate, c'est poteau, arrêt fantastique du goal, des trucs comme ça. Donc il rate pas vraiment, c'est juste que effectivement il les met pas au fond, quoi. Il a pas mis son quadruplé en 30 minutes comme il l'a fait le week-end précédent, mais il aurait pu, très honnêtement, il aurait pu à nouveau mettre un quadruplé. Et moi, l'Inter m'impressionne parce que physiquement, à un moment donné, il vous broie, en fait. J'en parlais avec un supporter du Benfica cet après-midi, et en l'occurrence, effectivement, c'est en première mi-temps, t'as l'impression que tu peux rivaliser, limite tu les bouges un peu, en deuxième mi-temps, en fait, ils ont une densité physique, c'est des joueurs ultra matures, c'est pas du tout des petits jeunes dont tu sais pas. Non, les mecs, ils sont inoxydables, l'Inter. Honnêtement, pour moi, vraiment City, l'Inter encore cette année, et je vois vraiment gros comme une maison l'Inter cette année en Ligue des Champions. S'il n'y a pas de blessure, etc. Parce que c'est clair que tu blesses Lautaro Martinez. Voilà, pour l'instant, Lautaro Martinez, Thuram, ça marche super bien. Si Lautaro est blessé, là c'est autre chose, c'est une autre histoire. Donc voilà. Et puis effectivement, comme tu dis, le Real, donc c'est Pipovici qui dit Madrid toujours là, pas facile face au Napoli et très beau match. Et au JCRM qui dit attention au Real aussi, c'est leur compète. Oui, c'est vrai, mais si j'essaye d'être objectif, le Real c'est assez fragile, honnêtement. Hein. Tu les sens pas maîtriser la situation. Alors oui, tu vas me dire, ils ont gagné une Ligue des Champions en maîtrisant strictement aucun match pendant toute la compétition en 2022. Donc oui, bien sûr, c'est clair. Hein. Mais je pense quand même que ça va pas se reproduire chaque année et qu'ils sont moins forts qu'en 2022. Donc voilà, c'est ce que je te dis. Au GCRM, tu as tout à fait raison. J'ai regardé le match contre Naples, compliqué sans un bon neuf. Absolument. Rossellou, il est bien mignon. C'est un neuf, on va dire, moyen, qui fait son travail de neuf, au moins. Hein. C'est pas un gars qui est là par hasard et qui fait pas grand-chose. Au moins, c'est un vrai numéro 9. Mais c'est un vrai numéro 9 avec absolument aucun génie, aucune vraie compétence physique qui va faire des différences. Donc voilà, c'est juste, il s'est conservé la balle, joué un petit peu de haut but. C'est un peu un renard des surfaces. Voilà, stop, ça s'arrête là. C'est un bon numéro 9 du Celta Vigo, quoi. On va dire, ou de la Real Sociedad. C'est-à-dire un club qui joue entre la 4e et la 7e place en Espagne. C'est ça, Rossellou, quoi. Alors là, le Real, c'est peut-être un petit peu trop élevé. Après, en revanche, le jour où le Real recrute un vrai numéro 9, je sais pas, Erling Haaland, qui c'est qui pourrait y avoir comme vrai numéro 9, ça devient de plus en plus rare, hein. Mais un vrai numéro 9, comme doublure lors des blessures, c'est un très bon remplaçant. Mais il faut pas qu'il joue trop, quoi. Faut qu'il joue une fois de temps en temps. Pipovici, il n'y a plus Benzema, mais Bellingham, il fait les exploits à sa place maintenant. Vinicius revient tout juste, ça va revenir le Real. Alors, Bellingham, je pense très sincèrement, je dis pas que c'est un mauvais joueur, c'est un très bon joueur, Bellingham, mais je pense très sincèrement qu'il est en surchauffe en ce moment.
Là, c'est typiquement, c'est pas une saison, il va pas faire la saison comme ça, il va avoir un trou à un moment. Là, il marque beaucoup trop pour son profil. C'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, même si Jude Bellingham a 20 ans, oui, c'est vrai, il a 20 ans. Mais ça fait plusieurs saisons qu'il joue au très haut niveau, hein, et il n'a jamais marqué autant. Donc oui, bien sûr, il continue à progresser et il joue aussi plus haut. Il joue vraiment derrière les deux attaquants. Donc voilà, en ce moment, hein, parce qu'en ce moment c'est un 4-4-2 en losange que joue Ancelotti. Oui. Mais c'est vrai que, ou alors un 4-3-3 inversé, je sais pas, enfin on appelle ça comme on veut maintenant, mais voilà. Et il joue plus haut que ce qu'il jouait à Dortmund où il était plutôt sur un côté, c'était plutôt un Miller relayeur. Donc ça bien sûr, mais quand même je trouve qu'il joue, il marque beaucoup, et probablement beaucoup trop pour ce qu'il doit faire, ce qu'il fera tout au long de sa saison, de sa saison et aussi de sa carrière, je pense. C'est un très bon joueur, mais pas à ce point-là quand même. Comme avec Milan à la place de Kaka. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est pas faux, mais avec Milan c'était le sapin de Noël, c'est le 4-3-2-1. Donc c'était un peu ouais. C'était un petit peu différent quand même, avec un Shevchenko tout seul devant, avec un Kaka Seedorf derrière, et puis Pirlo, Ambrosini et Gattuso encore en dessous. C'était un autre temps, hein. C'était vraiment un autre temps du football. Et il avait en gros, on pouvait jouer avec un seul attaquant et 2 milieux offensifs derrière, 3 milieux défensifs. Enfin, c'était finalement, quand j'y repense, je me dis c'est quand même une stratégie que tu verrais plus jamais, quoi, parce que Seedorf n'est pas du tout un ailier, Kaka est un petit peu un ailier et Shevchenko est un pur neuf. Donc c'était une stratégie vraiment particulière qu'il a essayé de remettre en place d'ailleurs au Paris Saint-Germain, et puis finalement ça n'a pas si bien marché que ça. Donc et après il a arrêté, ou plus exactement il a inversé son sapin de Noël. C'est comme ça qu'on l'a dit à un moment donné, où il jouait avec un 6, puis ensuite avec deux milieux récupérateurs, et en gros il s'est transformé gentiment en 4-3-3. C'était son sapin de Noël inversé. Donc voilà. Bref, je sais pas, moi je dis pas que le Real peut pas le faire, parce que c'est le Real et que tu peux jamais dire qu'ils le feront pas, mais c'est quand même voilà, c'est quand même, je pense en ce moment assez fragile, et le Real fait encore des miracles, mais combien de temps? Enfin, je veux dire, là il commence les miracles déjà dans les poules. Voilà, t'es mené 2 fois, et puis finalement tu reviens et tu gagnes le match contre Naples, à Naples, au Maradona. Bon voilà. Après c'est un Naples un peu malade, hein. Le Naples de Rudy Garcia, c'est pas le vrai Naples de Spalletti de l'année dernière qui avait atomisé Liverpool, ou qui avait mis des roustes à absolument tout le monde, dont l'Ajax en poule. Donc voilà. Non, pour moi, il manque quand même un 9 au Real. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le Real, ils vont nous trouver un 9 à l'intersaison, c'est sûr. Je suis pas sûr, hein. Je pense pas. Je pense qu'ils vont signer Mbappé et que ça va probablement tout foirer dans l'organisation. Je sais pas, on verra, mais parce que Mbappé en 9, moi je suis vraiment pas convaincu. Mais pour moi, c'est vraiment sur un côté qu'il a le meilleur rendement. Donc je sais pas, on verra. Je pense qu'il a besoin d'espace. Quand tu es un 9, le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas d'espace. Tu es au contact du défenseur en permanence. Mbappé, il lui faut du temps pour prendre de la vitesse. Donc, c'est pour ça qu'un côté, ça lui va bien. Mais voilà. Après, Mbappé veut pas jouer 9. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si tu recrutes Mbappé au Real, c'est soit tu le mets à la place de Vinicius, soit et tu peux rien faire de Vinicius. Enfin, je veux dire, Vinicius, c'est pareil, tu vas pas le faire jouer 9. Donc c'est compliqué. Ou alors ça veut dire que le Real revend Vinicius. Et après, si le Real te dit, bah moi j'ai besoin de toi pour que tu sois avec Rodrigo, Vinicius et toi en numéro 9, avec derrière toi Tchouaméni, Bellingham, etc. Je pense qu'il dit oui. Je sais pas, à mon avis, je pense qu'il dit oui. Mais bon. On verra. Écoute, on verra. Moi, j'espère toujours qu'il ira soit à Liverpool, soit à Arsenal, quoi, pour essayer d'écrire une histoire un peu différente que celle du Real, où toutes les histoires sont écrites depuis bien longtemps, et je vois pas vraiment ce qui pourrait changer, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire de plus que ce qui a déjà été fait au Real? Ça va être compliqué. Il veut gagner 15 Ligues des Champions à lui tout seul? Non. Osimhen, si ça se passe mal, sinon. Alors là, s'ils arrivent à recruter Osimhen, là,
là, ça deviendrait une armada pas invincible, mais ce serait très inquiétant ce qui se passe au Real. Quoique, il y a toujours le problème en défense. Carvajal, il n'y a pas de remplaçant, et ils sont toujours en train de jouer avec Camavinga ou Ferland Mendy sur le côté gauche. Donc c'est un vrai problème, ça, quand même. Donc voilà. Donc ils ont, en tous les cas, 2 latéraux qui manquent complètement. Après, les défenseurs centraux, ça va, c'est pas mal. Militao, quand il est là, Rudiger et Alaba, c'est très bien. Mais à gauche et à droite, c'est quand même pas terrible. Carvajal, Ferland Mendy et Camavinga. Bon, bref. Donc voilà. Osimhen, si ça se passe bien, faire sa carrière à Paris pour rigoler, moi j'aurais bien. Moi je préférerais que Mbappé termine sa carrière à Paris et gagne un jour une Ligue des Champions. Je trouve qu'au moins ce serait une belle histoire. Osimhen, il fait au max sa dernière saison. Je le vois pas rester. Il devait déjà partir à la base. Ouais. Mbappé au Milan, tu prendrais? Bien sûr. Alors là, Mbappé au Milan, je prends. Mais Mbappé, je le redis, je le redis, et c'est pas parce que je suis français, mais Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Enfin, je veux dire, et Erling Haaland, pour moi, n'est absolument pas dans la discussion. Le seul qui, pour moi, est dans la discussion avec Mbappé, c'est Vinicius. Donc voilà. Et je pensais pas un jour dire ça de Vinicius. Vous savez comment je l'ai déglingué. Enfin là, Vinicius, j'avoue, c'est voilà. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment le seul qui peut rivaliser avec Mbappé. Erling Haaland est un très bon neuf qui bénéficie d'une équipe absolument incroyable. Donc ça, il n'y a aucun souci. C'est probablement le meilleur neuf du monde à l'heure actuelle. Haaland, ça change pas que c'est pas le meilleur joueur du monde. Loin de là, on en est très très loin. Il n'y a qu'à voir ses contrôles à l'américaine ou des trucs comme ça. Et puis les matchs où c'est bloqué, c'est bloqué, quoi. Et lui, il débloque que dalle. Si le jeu ne vient pas à lui, il se passe strictement rien. Il fait pas de différence. Il lui faut impérativement une équipe qui fait la différence pour lui. En revanche, c'est un finisseur, probablement le meilleur finisseur qu'il y a à l'heure actuelle sur la planète, avec Lewandowski, je pense. Donc voilà. Donc Mbappé au Milan, mais bien sûr, enfin, qui ne prend pas le meilleur joueur du monde? Il n'y a pas de... Bien sûr, c'est clair. Et puis je pense qu'en plus, lui, là, il pourrait écrire sa légende au Milan. Mais en revanche, Milan n'a absolument pas les moyens de payer Mbappé. C'est pas du tout le projet. C'est pas... Enfin bref, il y a trop de choses qui font en sorte que Mbappé ne viendra jamais au Milan. Tant que c'est la propriété de Redbird. Si un jour on se fait racheter par les Saoudiens, ça je dis pas. Mais si tant que Redbird ou ce genre de projet est à la tête du Milan, moi je trouve même que Mbappé ce serait contre-productif, quoi. Là on a des bons résultats financiers, des bons résultats sportifs, on a une espèce de politique sportive cohérente avec des jeunes à fort potentiel qu'on développe, on en vend un chaque année parce que Milan l'a encore dit, l'année prochaine ils vont encore vendre un cadre, probablement je sais pas Théo ou Léao ou je sais pas qui encore, mais voilà, c'est ouais, effectivement, c'est un beau projet, quoi. Haaland, c'est un neuf à la Inzaghi, je suis d'accord, mais avec le corps de Ibrahimovic, donc voilà. Et Mbappé, lui, c'est presque un CR7. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je suis d'accord, c'est pas faux. Effectivement. Donc voilà, en tous les cas, voilà, qui impressionne pour moi, c'est un peu Manchester City et puis l'Inter. Après, j'ai pas vu d'autres équipes où je me suis dit ah ouais, ça envoie du steak quand même. Non, là honnêtement, je suis désolé, mais il y a pas grand chose. Manchester United, j'en parle pas, on va on va éviter. On avait dit dans Buonasera Calcio que Galatasaray avait une très bonne équipe et que c'était pas un bon tirage d'être dans le groupe de Galatasaray. Ils ont une très bonne équipe Galatasaray et probablement que ça va être une des surprises de la saison avec je vois bien un 8e ou un quart de finale pour Galatasaray. Donc un quart en tous les cas. Donc voilà. Alors, petite devinette pour la fin. 2 frères jouent l'un contre l'autre ce soir. Sauras-tu les trouver? Ça, c'est une bonne question, ça. 2 frères jouent l'un contre l'autre ce soir. Intéressant. En Coupe d'Europe, au JCRM. Je pense. Ce soir... Fribourg. Compliqué, Déjà un 0 pour l'AS Rome, si jamais. But de Lukaku à la 21e, et il y a 42 minutes de jeu.
Ah ouais, mais il y a aussi... Ah ouais. Non, là, je suis désolé, mais je trouve pas. Je trouve pas. Saurais-tu le trouver? Oui, c'est un grand club, le premier. Ah ouais? Non, là, désolé, mais là, je trouve pas. C'est un grand club, le premier. Est-ce que... Tac. Les deux sont titulaires ou pas? Ah, les frères McAllister. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, ah bon. Je savais pas du tout que McAllister avait un frère qui jouait, alors encore moins à l'Union Saint-Gilloise. Alors là, fallait vraiment le trouver celui-là. Ah ouais, McAllister. Ouais. Kevin, je pense, McAllister. Ok. D'accord, il est défenseur central a priori, enfin en tous les cas il joue dans un 3-5-2, il est à droite de la défense centrale de l'Union Berlin, de l'Union Saint-Gilloise, pardon. Ok, très bien. Bon, bah écoute, Liverpool, Union Saint-Gilloise. Voilà, en tous les cas. Ah, et la Coupe du Monde 2030, on en parle de cette connerie avec leurs 3 matchs en Amérique du Sud. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la Coupe du Monde 2030 a été donnée au Portugal, à l'Espagne et au Maroc qui avaient un projet en commun, et de l'autre côté à l'Argentine, au Paraguay et à l'Uruguay? C'est une question comme ça. Alors, ce serait bien, Pipovici, si c'était ça, si c'était les 100 ans. Ce serait vraiment sympa si c'était uniquement les 100 ans et que l'Uruguay, tout ça, 2030, tout ça. Mais en fait, voilà, il y a 2 raisons. Effectivement, comme disait OJCRM, la vraie raison, et celle qui a poussé Gianni Infantino à sélectionner tout le monde, c'est la rotation des continents dans la Coupe du Monde. En fait, il y a une espèce de règle induite dans la FIFA qui fait en sorte que on doit faire tourner les continents. Donc en 2022, on a eu l'Asie, on est bien d'accord. Hein. Donc en théorie, maintenant il faut passer à l'Afrique. Ensuite, il faut passer... enfin, je dis l'Afrique, mais ça aurait pu être l'Europe. Enfin, peu importe, mais en tous les cas, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud... potentiellement l'Océanie, mais le seul pays qui pourrait vraiment l'organiser, c'est l'Australie, et il n'y a jamais eu de candidature officielle de l'Australie. Donc, on retournerait en Asie que dans 3 ou 4 Coupes du Monde. Alors que avec ce projet commun en 2030, en fait, tu fais d'un seul coup l'Europe avec l'Espagne et le Portugal, l'Afrique avec le Maroc, et l'Amérique du Sud avec le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. Ce qui fait que en 2034, dans une seule Coupe du Monde, tu peux encaisser gentiment le chèque de Ben Salman, et puis tu peux donner tranquillement la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite, et sans choquer personne, vu que il y aura bien eu la rotation des continents. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique en fait. C'est génial, c'est splendide. Je pense que Gianni, il a pris très cher déjà avec la Coupe du Monde au Qatar. Là. Avec l'Arabie Saoudite, je pense que là il prend maxi cher, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus l'Arabie Saoudite n'a même pas attendu, je sais pas, une semaine ou 2 pour poser sa candidature de 2034. Le jour où Gianni Infantino annonce que les 2 projets et donc les 3 continents sont sélectionnés d'un seul coup pour la Coupe du Monde 2030, l'Arabie Saoudite dépose sa candidature pour 2034. Donc voilà la raison pour laquelle Gianni Infantino a fait ça. Et sachant que en plus l'Amérique du Sud, qui soi-disant va avoir eu une Coupe du Monde, organisera 3 matchs dans cette Coupe du Monde. Les 3 premiers, et c'est tout. Donc voilà, il y a 3 pays comme l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Bon, alors le Paraguay, mais l'Uruguay et l'Argentine, qui sont 2 monstres sacrés du football mondial, ils vont organiser un match chacun, et on aura dit qu'ils auront eu leur Coupe du Monde. Donc je sais pas, moi voilà, je ne sais pas, je ne sais plus quoi dire avec les malversations de la FIFA et de l'UEFA. Mais bon, Gianni Infantino, je pense que même Séphérine à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Donc voilà, lui il est au-dessus de tout, quoi. Et du coup on connaît déjà les 6 pays qualifiés pour le mondial 2030. Effectivement, ça veut dire que pour le mondial 2030 t'as déjà 6 pays qui sont qualifiés. Ça va être le mondial à 183 équipes, Il y a même des pays qui n'existent pas encore qui vont participer à la Coupe du Monde, je pense. Donc bref.
Déjà qu'en Ab Sud, ils sont peu à faire les qualifs. Ouais, déjà, t'en as 3 qui disparaissent d'un championnat. Je sais plus combien, ils sont 12 dans le championnat pour se qualifier, un truc dans le genre. Là, ils seront pratiquement tous qualifiés. Pipovici qui est outré, donc mon Dieu, quelle horreur, ça me dégoûte. Aux ICRM, et elle sera de nouveau en décembre pour couronner le tout. Bah oui, probablement, hein, l'Arabie Saoudite au mois de juillet-août, je pense que c'est une mauvaise idée. donc ouais. Donc voilà, bref. Bah, de toute façon, en plus, le Qatar, ça sert aussi, ça a servi cette candidature de l'Arabie Saoudite, alors indirectement, hein, mais c'est clair que le fait qu'on ait déjà réussi à organiser une Coupe du Monde en hiver ça sera donc pas un problème de reproposer une Coupe du Monde en hiver. Donc voilà. Et tout d'un coup, en 3 éditions, tu as 2 pays qui sont collés, hein, donc littéralement, hein, parce que le Qatar est accroché à l'Arabie Saoudite, on va dire, à la péninsule arabique. Donc en 2 Coupes du Monde, donc 8 ans, tu auras 2 fois la même partie du monde qui organisera une Coupe du Monde. C'est fantastique. donc voilà. S'il y a des gens qui se demandent où le foot mondial est gouverné en ce moment, bah voilà, je pense qu'ils ont la réponse. D'ailleurs, Infantino habite au Qatar hein, maintenant. Donc peut-être que là il va déménager, c'est possible. Enfin voilà, bah écoutez, on va terminer tranquillement sur ces petites histoires de Coupe du Monde et puis de chèques. Enfin, je sais pas, mais en tous les cas, je pense qu'Infantino il le fait pas juste de façon magnanime comme ça. Donc voilà, il doit y tirer en tous les cas un avantage. Alors, est-ce que c'est lui, la FIFA, est-ce que c'est les deux? Je sais pas. Ça, l'histoire le saura peut-être plus tard. Dans 20-30 ans, on saura peut-être ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc voilà. Et les joueurs et les clubs, on leur demande pas leur avis. Ah bon non, tu m'étonnes. C'est clair. Ça, c'est sûr. Ouais, la FIFA est une vraie dictature, je suis d'accord avec toi. Et puis le problème, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant, quoi, le foot mondial. Donc c'est géré comme une fédération bananière, on va dire, alors que le football devient global et a un impact politique et culturel qui est monstrueux dans la société. Donc là, il faudrait réformer tout ça, je pense, parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Bref. Voilà, bah écoutez, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous ce soir encore de football, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à ceux qui vont écouter Buonasera Calcio un petit peu plus tard sur un podcast ou une rediffusion YouTube ou sur Spotify, sur Apple Podcast, sur la plateforme que vous voulez. En tous les cas, je vous remercie de le faire si c'est le cas. N'hésitez pas à dire si vous aimez Buonasera Calcio, le notifier par un pouce, des étoiles, bref, ce que vous voulez. Et puis à le partager aussi aux gens qui vous entourent si vous avez envie qu'on parle ensemble de football. Voilà, en tous les cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager cette passion que j'ai pour le foot. Et je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à lundi soir. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.